Donc, bonjour et bienvenue au Code de gestion de crise. Pouvez-vous me confirmer la lettre de votre équipe? Parfait. Préférez-vous les règlements français ou en anglais? Français. Donc, pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour faire votre présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité de points sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêter afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin des 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous serez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de cartons et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et je vous prierai de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Je demanderai maintenant au juge de se présenter. À la suite de quoi, vous pourrez commencer votre présentation. Bonjour, je m'appelle Émilie Villemur, je suis conseillère en ressources humaines pour Desjardins. Bonjour, Élie Racine, partenaire d'affaires et ressources humaines pour Solotech. Bonjour, Christophe Roufort, professeur à l'Université Laval, spécialisé en gestion de crise. Merci. Donc, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui, chef membre de la Sécurité du transport. On va se présenter en premier. Donc, Jessica, ma collègue, s'occupera du marketing, mais des ressources humaines. Félix, marketing et des communications, et moi-même, plus au niveau de la stratégie. On s'appelle Synergia. Donc, vraiment, on va vous présenter aujourd'hui le mandat que vous avez donné, puisqu'on sait c'est la situation de même urgente, donc des secondes rapidement. Donc, je vais commencer tout d'abord en vous parlant du mandat et des objectifs. Donc, tout d'abord, notre mandat aujourd'hui, c'est d'agir à titre de consultant pour vous, le ministre de la Sécurité publique, pour, en fait, là, c'est relativement à la gestion de la crise maritime de la baie au Saguenay. Nos objectifs, identifier la meilleure méthode pour mettre en place une équipe de travail efficace, identifier qui devra être mobilisé sur place pour gérer la crise et finalement, identifier les rôles de chacun. Mon collègue va par la suite faire l'analyse de la situation actuelle. Donc, l'analyse qu'on a faite de la situation, par exemple, on a décrit la crise. L'ampleur de la crise, on se le dit, c'est quand même majeur. Donc, il y a un gros déversement de pétrole, il y a des vies humaines en jeu en péril en ce moment. Donc, vraiment, les conséquences peuvent être économiques, sociales, aussi au niveau juridique, il peut y avoir des poursuites qui vont être tentées par la suite. C'est mal fait. Et humaines aussi sont considérées au court terme. Excellent. Désormais, je vais discuter avec vous des faits saillants qui se sont produits récemment, là, dans les dernières heures. En fait, tout a commencé lors de l'éclatement d'un incendie dans la salle des opérations. Par la suite à ça, il y a eu la vérification faite par la GRC, les pompiers et les membres de l'équipage. Suite aussi à cela, le capitaine a pris une décision, soit de continuer son chemin vers le Saguenay, puisque ce n'était pas dû à un incendie criminel et qu'il n'y avait pas de contre-indication. Arrivé au quai, le navire accoste et il y a eu des étincelles qui ont provoqué vraiment l'incendie du navire au complet et aussi a incendié les immeubles avoisinants. Pour mieux vous expliquer le tout, je vais vous faire l'explication d'une matrice des parties prenantes qui se déroule selon deux niveaux, soit les pouvoirs et les intérêts. Tout d'abord, en haut, à votre droite, il y a les parties prenantes qui sont très influentes et très concernées. Donc ici, nous avons vraiment la ville de Saguenay, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Sécurité publique et les victimes des familles touchées. En dessous de ça, vous pouvez observer qu'il y a les médias, les bureaux de la sécurité de transport du Canada et CAM, qui est le bateau en fait. Et à côté, c'est vide, c'est voulu. En fait, c'est souvent ce qu'il faut veiller. Dans ce cas-ci, ce n'était pas pertinent, donc on n'a pas mis de parties prenantes là-dedans, cette caractéristique-là. Et en haut de cela, il y a les Transports Canada, c'est vraiment les parties à satisfaire. Donc, il y a des lois qui régissent et il faut les satisfaire, il faut être en accord avec tout ça. Donc, pour poursuivre, il y a eu les problèmes passés et les parties prenantes que mon collègue va vous expliquer.
Donc, en fait, le problème au niveau de la compagnie CAM, il y avait déjà 18 accidents à son actif, dont 6 dans la même année au niveau des déversements de pétrole. Il aurait été important de faire, ça aurait été d'évaluer les normes de sécurité, voir où les lacunes se situaient, est-ce qu'on aurait eu des personnes à congédier, est-ce qu'il y aurait eu des choses à réparer, tout ça. Ensuite, au niveau du Bureau de la sécurité des transports, dans les rapports d'incidents, il n'y a pas de procédure efficace pour assurer les systèmes de gestion de la sécurité. Donc, on pense qu'il aurait été important de fournir dans les rapports d'enquête, justement, là, des procédures quant à la gestion de la sécurité. Et finalement, au niveau de la ville de Saguenay, donc, comme on le sait, ça fait plusieurs fois qu'il y a un report du conseil municipal pour établir là, des normes plus serrées en matière là, de transport des matières dangereuses. Donc, ça aurait été important là, de placer ça en priorité, donc dès le prochain conseil, là, de mettre les mesures renforcées de transport des matières dangereuses pour éviter qu'une catastrophe comme ça là, se produise. Au niveau du plan d'action, en fait, on a élaboré 3 grandes stratégies qui, d'un premier temps, c'est au niveau de la sécurité des citoyens qui est primordial. Dans la suite, ça va être la préservation environnementale qui est aussi majeure dans cette situation. Et finalement, un plan de communication qui va être écrit par mon collègue. Donc, on a établi un organigramme pour déterminer l'ordre de priorité et où se situent là, les parties prenantes par rapport à ça. Donc, en haut de l'organigramme, on a la ministre de la Sécurité publique qui va superviser les opérations. Sous elle, ça va être divisé en 2 parties. Donc, au niveau des citoyens, on a la Direction générale de la protection civile et de l'autre côté, pour l'environnement, on a le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, eux vont vraiment être plus indépendants, vont s'occuper vraiment de tout ce qui va être là, environnement, pétrole, protection de la faune et de la flore. Tandis que du côté des citoyens, on va avoir le service de police du Saguenay, Sûreté du Québec et les forces armées canadiennes. Donc, comme vous le savez, il y a la base aérienne de Bagotville qui est de proximité, donc on a de la main-d'œuvre disponible très près. Ensuite, on a les pompiers de Saguenay et les villes environnantes, parce que seulement les pompiers de Saguenay ne fournira pas, c'est un incendie qui est assez majeur. Et on a le Transport Canada et la garde côtière qui va s'occuper de tout ce qui va être sur le fjord du Saguenay. Eux vont dépendre de la Direction générale de la protection civile. Mon collègue va vous détailler en fait là, quelles vont être les tâches et les responsabilités de chacun. Donc, on y allait en 3 volets en fait, là, pour la stratégie, puisqu'on se disait qu'il y avait des délais limités, qu'il fallait poser des actions concrètes en premier avant de continuer le processus. Donc, composer la cellule de crise que Philippe vient de nous décrire, c'est la première étape. Donc, prendre la communication avec toutes les autres parties prenantes, donc l'armée, la police, les pompiers environnants, pour mobiliser le plus de gens possible. L'objectif de ça, c'est vraiment d'établir des bases sur la communication, puis qu'on soit efficace aussi en opération. Deuxième étape, ça va être le périmètre de sécurité. On établit environ 5 km autour de la zone qui touche. Ce périmètre-là, en fait, c'est les gens qui vont être évacués d'urgence. Même s'ils ne sont pas touchés, qu'il n'y a pas de feu qui les touche actuellement, on veut quand même que la police et l'armée s'occupent d'eux. L'armée, pourquoi? On bord d'hélicoptères, peut-être. La base militaire de Bagotville se trouve très près de la ville, donc vraiment, ça va pouvoir nous aider à avoir une réaction assez rapide, puis avoir une infrastructure rapidement. Voici pour ça. Puis aussi, ils n'ont pas la compétence seulement comparativement aux pompiers pour aller extraire les gens. Donc, on aime mieux qu'ils fassent un périmètre de sécurité et laisser les experts là-dedans pour être sûr qu'il n'y ait pas encore de personnes qui vont être mis en danger. Donc vraiment, comme il parlait, les pompiers vont aller utiliser leur expertise pour sortir les gens, les localiser, pour qu'ensuite, quand les renforts vont arriver, maîtriser le feu, les aider là-dedans aussi, vraiment séparer l'équipe soit fonctionnelle. Par la suite, on va aller un arrêt complet de transport maritime, important parce que le déversement de pétrole, on ne veut pas qu'il y ait d'impact. S'il y a une flamèche, n'importe quoi, on veut minimiser la zone, on veut contrôler ce qu'on peut contrôler. Ça va être en fermant le transport maritime le plus rapidement possible. Donc la garde côtière va nous aider pour ça, donc des parties prenantes qu'on peut mentionner. Donc si, avec les cellulaires maintenant, on peut diffuser des alertes facilement. Donc on diffusera une alerte comme quand il y a un séisme, quand il y a une crise majeure ou catastrophe naturelle, en fait, à tous les citoyens pour les localiser premièrement, qui puissent nous répondre s'ils ont en danger, ou même si c'est un peu de Facebook, pour pouvoir dire est-ce qu'on est en sécurité et tout. Ça nous permet aussi de communiquer un message positif aux gens lorsqu'on a des développements dans la catastrophe. Par la suite, les camps de jour, ça va être bien important et situés, on en montrerait 2, qui vont être ensuite reliés à un autre plan, un autre endroit en fait, là, pour soutenir les gens, la population. Pourquoi on fait ça? C'est parce que plus tard, on va dans la stratégie, vous allez voir, on va essayer de mobiliser la population pour pouvoir créer un effet positif en fait, de la tragédie, puis souder les gens. Donc, on pense qu'on peut tirer un peu de positif de ça, malgré l'impact de la crise. Pour faire ça, il faut qu'on puisse rassembler les gens à un endroit. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'était la première heure. La deuxième heure, donc, tout est établi, les opérations sont fonctionnelles, c'est ça l'objectif. Donc, on n'a pas nécessairement commencé, on a commencé un peu à sortir ce qu'on pouvait les gens. On a plus établi des canaux de communication et des bases solides pour pouvoir poursuivre. Donc, on voit un point de presse de la ministre.
Je n'ai pas parlé de ça, mais en amont, on veut que le ministère de l'Environnement nous envoie un premier ébauche. On n'a pas d'expertise directement dans la ville pour pouvoir évaluer l'impact environnemental et les procédures d'extraction du pétrole. On ne veut pas perdre de temps, on veut en fait qu'en amont, le ministère nous promette une première ébauche, puis que nous, au communiqué de presse, on ait de l'information communiquée au public pour rassurer, premièrement, être empathique, être concret, mais aussi vraiment pouvoir émettre des hypothèses sur comment ça va fonctionner, qu'est-ce qui se passe déjà, comment on veut s'aider les gens, comment il nous reste, qu'on ait des chiffres à leur donner, pas se précipiter là-dedans dans la communication. En fait, on va aussi localiser, évacuer les pompiers, donc les renforts vont être arrivés, tout le monde va être présent donc, dans la deuxième heure, maîtriser les flammes, ça vient des pompiers aussi. Puis analyser la situation, puis donner du feedback aux médias, aux demi-heures si possible, pour être sûr qu'il y ait un suivi assez serré, puis qu'on implique la population. Dans la troisième heure, c'est là qu'on va aller mobiliser les gens. On veut que tout soit établi, les camps vont être établis, les gens ne veulent pas les envoyer dans les flammes non plus. On veut vraiment qu'ils puissent nous aider pour les camps de réfugiés, pour soit amener des couvertures, aller aider les gens qui ont perdu leur maison, des matériels, tout ça. Donc on veut pouvoir créer un élément de communauté pour pouvoir souder les liens. Donc on pense avoir un message positif, puis ça va aussi aider dans ces temps-là qui sont quand même très durs. Puis les débuts opérations sur le fjord là, pour tout ce qui est selon les recommandations du ministère de l'Environnement qui va nous avoir émis ces recommandations. Donc, on va avoir une mise à jour encore là, puis maîtriser les flammes. L'objectif, en fait, c'est de sortir de la phase aiguë de la crise, pas nécessairement de régler. On ne peut pas vous promettre, en fait, combien de temps ça va prendre de gérer le feu. Il y a plein de facteurs environnementaux qui rentrent en considération. Donc, ça, c'est vraiment pour sortir de la phase aiguë, bien se positionner, puis aussi avoir une opinion positive. Dans les heures suivantes, donc on fait ensuite un suivi serré de l'évolution de la crise. Donc, Madame la ministre de la Sécurité publique va continuer à faire des déclarations de presse régulièrement. On va partager les résultats là, toujours selon les comités de presse de la ministre de la Sécurité publique. Ensuite, très rapidement, on veut faire l'arrivée du Bureau de la Sécurité des Transports du Canada. Donc, on désire que l'enquête sur les causes, les problèmes, se débute très rapidement. Donc, pour pas qu'on perde des éléments qui pourraient être reliés à la dégradation de l'environnement, tout ça. Et finalement, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique va déjà procéder à une évaluation des dommages environnementaux pour le plus rapidement possible procéder là, à des solutions concrètes. Au niveau du plan de communication, c'est vraiment important à ce moment-ci d'avoir un plan de communication global qui va aussi mobiliser les citoyens, puis également faire en sorte que la communication soit répandue, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau Facebook, SMS, médias, pour qu'on ait le contrôle et qu'on ait le contrôle de la diffusion pour que ça soit le bon message qui soit transmis, qu'on soit en contrôle de la situation. Puis, faire en sorte là, vraiment d'être empathique avec les citoyens, les victimes touchées, parce que je veux pas, c'est grave, qu'est-ce qui se passe, il y a des victimes, il y a des morts. Donc, il faut prendre ça très au sérieux et il faut avoir en contrôle notre plan de communication constamment. Au niveau des recommandations, donc tout d'abord, suite à l'enquête du Bureau de la Sécurité des Transports, on croit qu'il serait important, là, comme ça a été mentionné plus tôt, d'intégrer des procédures efficaces pour les systèmes de gestion de la sécurité. Ce qu'il y a eu un petit manque là, au niveau de cette crise-là. On pense que si jamais il y aurait une autre crise de cette envergure, ça serait important qu'il y ait des mesures là, qui soient déjà mises en place. Évidemment, on souhaite aussi appliquer les recommandations de l'enquête pour éviter, là, encore une fois, une crise de cette ampleur. Au niveau de la ville de Saguenay, comme on l'a déjà mentionné, ça va être très important dès le prochain conseil de ville d'augmenter les normes de sécurité quant au transport de matières dangereuses, puisque le port de la baie là, est propice à des événements de ce genre. Et comme étant le situé dans une baie, ça peut très rapidement dégénérer. Au niveau de Transport Canada, donc la loi sur le transport des matières dangereuses date déjà de 1992. On pense là, que depuis 27 ans, il peut y avoir des changements quant au transport des matières dangereuses, donc ce serait important de la réviser très rapidement. Et finalement, pour la compagnie CAM, un soutien évidemment là, psychosocial et une indemnisation des victimes et de leurs familles. En conclusion, l'objectif que vous avez donné dans le mandat, c'était vraiment de donner une solution pour pouvoir sortir de cette crise-là. On vous a amené les bases en fait, pour pouvoir, premièrement, sauver les gens le plus possible, parce que c'est l'objectif principal, on pense, c'est sauver les vies. On va diminuer l'impact environnemental qu'on va avoir sur le fjord, parce que c'est quand même assez utilisé. Puis aussi changer l'événement, en fait, tourner des choses n'est pas trop négatif pour l'image du Saguenay. Donc,
vraiment, avec la recommandation aussi, ça va peut-être permettre d'améliorer les choses, que des événements comme ça ne se reproduisent pas non plus, puisque, honnêtement, c'est trop, si on a trop des versements comme ça, je pense que ça va être négatif pour eux. J'aimerais ajouter aussi que, comme vous le savez, là, en 2010, il y a eu une énorme arrêt de pétrole dans le golfe du Mexique. Comme on le sait, le fjord se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, ce qu'on veut, là, comme on a parlé plus tôt, en essayant de maîtriser la lente de pétrole, c'est d'éviter que celui-ci se retrouve dans le fleuve Saint-Laurent, parce que dans ce coin-là, tout ce qui est la région de Tadoussac, tout ça, il y a une très importante faune maritime, donc que ce soit les belugas, les baleines. On veut éviter qu'il y ait des dégâts sur eux, qu'il y ait des morts d'animaux. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment maîtriser là, le plus possible la crise dans la baie, là, si possible, dans le fjord du Saguenay, pour éviter tout ça. Et finalement, au niveau des vies, c'est ce qui est le plus important. Là, on n'a pas préparé de budget parce que ce qui était le plus important, on n'arrivait pas à mettre de prix sur les vies. On pense que ce qui a été le plus important, c'est vraiment de mettre en priorité ça. Ce qui conclut notre présentation aujourd'hui. Donc, on vous remercie de l'intérêt porté pour nous, Synergia Consulting. Donc, merci beaucoup. Merci. Question? Oui. Juste une précision. Qui compose la cellule de crise? En fait, c'est l'organigramme qu'on a présenté là, avec en haut la ministre de la Sécurité publique, les deux ministères, la Sécurité publique, la protection civile, si je ne me trompe pas. Ouais, de l'autre Est-ce côté. que vous êtes aussi dans la cellule de crise? Non, en fait, on est les consultants qui ont monté le plan pour eux. Après ça, la mise en place, ça va être eux qui vont l'effectuer. Par contre, on est là constamment pour les aider, les aiguiller, puis on demeure consultant, puis on demeure là pour justement là, tout au long de la cellule de crise pour les aider. Et on la fait où physiquement, la cellule de crise? Dans très concret. On avait pensé la base de Bagotville, c'est quand même un espace qui est assez grand. Puis en fait, là, les avions vont pouvoir atterrir là, puis ça va pouvoir être établi là, en lien avec l'armée, justement. Puis j'avais une autre question. Établissement des camps pour les sinistrés, vous avez marqué en parenthèse l'armée. Donc, est-ce que c'est toute l'armée qui va administrer les soins à ceux qui sont blessés physiquement et blessés psychologiquement? Bien, la Croix-Rouge canadienne va intervenir aussi. Là, c'est vraiment un camp primaire, là, vraiment de monter les établissements, d'amener les sinistrés sur place. Quand sur place, il va y avoir la Croix-Rouge qui va être là, des médecins. On sait que les hôpitaux pourraient être touchés s'il y a un hôpital dans le coin du feu. Donc, ça va vraiment être sur place que oui, les soins vont être administrés, oui, entre autres par l'armée, mais aussi par la Croix-Rouge, des organismes locaux. Vous avez parlé de faire des conférences de presse par le ministère directement. J'aimerais savoir pourquoi le ministère, que c'est la personne qui tiendrait la conférence de presse et non l'équipe locale, en fait, la mairie directement. En fait, une question, il y a un pouvoir décisionnel qui est plus grand, peut mobiliser plus de ressources, donc on trouvait ça important que ce soit elle qui puisse faire le communiqué de presse. On trouvait que c'est un message qui passait mieux pour la mobilisation, on trouvait ça que c'était un beau message. La mairie peut faire un support, on veut que les chaînes nationales, tout ça, soit publié par le ministre directement, puisque c'est les pouvoirs décisifs aussi. Alors, j'ai une question qui rejoint les deux autres. D'une part, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on fait pour compte tenu de la cellule de crise que vous nous proposez de monter, comment on fait, qu'est-ce que vous prévoyez pour que nous puissions nous coordonner avec les autres équipes de crise, notamment locales et les autres ministères, première chose. Et la deuxième chose, comment on fait pour se coordonner avec les autres communications qui seront de toute façon faites par les autres parties prenantes, notamment la mairie, pour s'assurer que les messages qui soient diffusés ne soient pas divergents. Et comment on fait pour se coordonner en termes de communication et de gestion avec les autres parties prenantes qui, à mon sens, vont aussi monter des équipes de crise. En fait, pour bien répondre à votre question, je crois quand même bien saisir vos propos. En fait, c'est vraiment au niveau de la matrice qu'on vous a présentée tout à l'heure, en fait, c'est vraiment les parties prenantes les plus influentes et avec le plus de pouvoir. Donc, ces parties prenantes-là, il faut qu'ils établissent une cellule de crise, donc une équipe multidisciplinaire avec les victimes, avec un représentant des victimes. Je vais juste retourner à la matrice pour mettre une image. Un représentant de la ville de la Saguenay, de l'environnement et tout. Donc, ça va permettre de mieux faciliter les communications au travers des différents... Vous conseillez de monter une équipe de crise avec les représentants de toutes ces parties prenantes, c'est ça? Oui, exactement. Sauf les En victimes. plus de ce que vous avez proposé. Oui, bien en fait, ça englobe tout. Donc, la cellule de crise que vous nous proposez, ça englobe tous les représentants, c'est ça? Exact.
Ça va faire du monde, ça. Pardon? Ça va faire beaucoup de monde. Mais en fait, c'est des représentants de chacun. J'entends, mais ça fait du monde quand même. Ok. Et les communications, comment fonctionne là? Parce que si vous nous proposez que ce soit la ministre qui qui fasse effectivement les communications, comment on se coordonne avec les autres prises de parole? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit prévoir ou est-ce qu'on laisse faire? Ils vont tous se rapporter à elle. C'est elle qui va vraiment donner l'information juste à tous les médias. Ah, vous ne pensez pas que la maire va faire une communication? Là, La mairesse ou le maire de Saguenay, vous ne pensez pas qu'elle va Après faire... la crise, pendant la crise, en fait, on pense que ça va être primordial qu'il y ait une personne qui fasse le cadre de communication. Donc, si on met l'emphase là-dessus, peut-être qu'après la crise, on peut par la suite faire ça, mais on n'est plus en situation de crise. Pendant la situation de crise, un message uniforme par une personne tout le temps en même, on pense que ça va aider. S'il fait son communiqué, ça va être par la suite, ou elle, en fait, fait son communiqué, ça va être par la suite de la demande. Mais quand on résout le problème vraiment, on teint le feu, en fait. On parle vraiment de la crise en tant que telle. Par la suite, là, on va avoir du marketing à faire, tout ça, puis il sera positionné. Puis Donc, vous recommandez de dire au maire de Saguenay de ne pas parler. pour l'instant, non, effectivement. Pendant les premières heures. Ouais. De ne pas parler à ses concitoyens. Ben, Ça, vous recommandez. Ou en biais avec le ministère. Il faut que la parole principale soit prise par ça. D'accord. Ça fait de concert avec la porte-parole. Ok. La période de questions est terminée. Merci. Merci beaucoup.